Nous passons donc à la première table ronde de la journée. Et à tout seigneur, tout honneur, nous commençons vraiment par une approche sur l'école elle-même. C'est-à-dire à la fois comment une école peut illustrer l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise, puisqu'il s'agit d'écoles indépendantes, donc d'écoles qui ont été créées par des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, si on veut, ces entrepreneurs qui, à un moment donné, ont considéré qu'il y avait une urgence, une nécessité à créer une école, et donc qui ont fondé une école, comme on crée une association, comme on crée une entreprise pour répondre à un besoin. Donc il y a déjà cette dimension-là entrepreneuriale. Et ce sont deux écoles qui sont très intéressantes parce que ce sont des écoles qui ont une pédagogie qui développe l'esprit d'entreprise et les qualités en général reconnues aux entrepreneurs, et donc qui cherchent à les développer dès le plus jeune âge par les outils, l'approche pédagogique, l'organisation même de leur école. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir aujourd'hui à leur donner la parole. Alors, à ma gauche, Aurore Longuet, qui a créé il y a combien d'années maintenant ? Il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Donc ça va être la 5e année Concordia Bilingual School à Paris. Et puis Lionel Sayag, qui a créé il y a combien d'années ? Il y a 5 ans aussi. Il y a 5 ans aussi, décidément. Donc ce ne sont pas des toutes jeunes, mais ce n'est pas encore de vieilles écoles. Donc l'autre école, une première école, et ensuite finalement une série d'écoles dans le même état d'esprit, un réseau d'écoles qui s'appelle l'autre école, dont l'épicentre est Boulogne-Billancourt à peu près. Voilà. Et vous, plutôt Paris 16e, 17e ? Paris 16e, 17e, exactement. Voilà, exactement. Voilà, donc je vais déjà donner la parole à Aurore pour que vous puissiez à la fois expliquer peut-être cette aventure entrepreneuriale de créer une école et montrer comment votre école développe un esprit d'entreprise, un esprit d'initiative à travers sa structuration et sa pédagogie. Alors, par essence, Concordia est un projet d'entreprise. Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans. Et qui est le fruit de parents, de professeurs, d'éducateurs qui ont voulu se réunir pour mettre en place ce projet éducatif, de créer une école complètement franco-anglaise pour joindre le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, je dirais, c'est donc le programme français qui apporte une grande rigueur aux élèves, et le programme anglais qui apporte toutes les soft skills que n'apporte pas l'école française. Qu'est-ce que j'entends par soft skills ? C'est évidemment l'esprit d'initiative. Et plus concrètement, comment ça se passe dans la réalité, c'est tout ce qui est oser. Oser se lancer, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de l'échec. Donc à Concordia, on développe des fondamentaux académiques très poussés. On fait beaucoup travailler les élèves sur les bases académiques en français, maths, anglais, parce qu'on considère que c'est les bases de l'éducation, mais en fait, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus du tout. On considère que les enfants doivent apprendre des soft skills qui sont aujourd'hui l'apanage des grandes entreprises et des start-up, travailler en groupe, le critical thinking, la prise de parole au public. Dans toutes les entreprises, il y a des séminaires, des coachs pour développer ça chez leurs collaborateurs. Nous considérons que ça doit s'apprendre beaucoup plus tôt. Et c'est ce qu'on fait dès la maternelle, et on continue jusqu'au CM2. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Donc à travers les enseignements, nous sommes en mode projet. Je prends l'exemple de la prise de parole en public. Dans toutes les matières, les enfants sont invités à prendre la parole et de présenter en permanence leur projet. En sciences, par exemple, on a une Science Week. Les élèves de chaque classe font des expériences. Donc c'est un travail. Toute l'école est aux couleurs de la science. Donc les élèves en groupe doivent présenter des expériences scientifiques à tous les autres élèves. Donc ça part d'un projet de groupe, ils se réunissent, ils réfléchissent à une idée, ils la présentent, ils travaillent sur un projet et ils la présentent devant l'ensemble de l'école. Donc ça irrigue tous nos enseignements. On a aussi beaucoup, donc travail en groupe, prise de parole en public, critical thinking, ça rythme tout. On a aussi un projet entrepreneurial plus concret où les enfants sont invités à créer une entreprise à partir de 8 ans. Est-ce que vous pouvez repréciser critical thinking, parce que ce n'est pas si connu en France, l'approche. Alors, je vais prendre un exemple très concret. Donc, nous sommes une école franco-anglaise, donc nous enseignons l'histoire, par exemple.
Donc évidemment, Napoléon fait partie des figures emblématiques françaises, une sorte de héros national, mais en fait, les Anglais le voient de manière un tout petit peu différente. Donc, par exemple, l'enseignement de Napoléon, en fait, les gens ne voient pas de la même manière. Donc, en fait, ça permet en fait de challenger une idée. En fait, les gens n'ont pas forcément la même vision de la réalité, et il faut pouvoir pousser et pas accepter le reçu. Une idée, il faut pouvoir la challenger. Tout est une question de verre plein, verre vide. Donc voilà, donc on incite les enfants à se poser des questions et à comprendre une réalité, et qu'une réalité peut avoir plusieurs facettes. Voilà. Alors sur l'esprit d'entreprise, donc on a un club qui est un club d'entrepreneuriat où on invite les enfants à partir de l'âge de 8 ans à créer leur petite entreprise. Comment ça se passe? Donc c'est des jeunes entrepreneurs qui viennent aider les enfants à comprendre l'entreprise. Donc ils vont, lors de 10 sessions par exemple, créer une entreprise. La première session est la naissance de l'idée. Exactement comme la création de l'entreprise quand on est à l'âge adulte, la création de l'idée. Et en fait, on se rend compte qu'à 8 ans, déjà les enfants ont plein d'idées d'activités. Et c'est très naturel chez eux. Alors ça va souvent de créer un restaurant. Mais alors évidemment, aujourd'hui, c'est toujours avec des produits bio. C'est toutes ces idées dans l'air du temps qu'eux ont plein d'envie de les mettre en place concrètement et de lancer des activités. Donc, l'essence de l'idée. Ensuite, faire un business plan. Parce que sans business plan, eh ben, on peut rien faire. Il faut absolument comprendre que pour monter un projet, eh ben, il faut des ressources, il faut pouvoir les allouer. Voilà. Donc on crée un business plan pour que ça soit très concret. Ensuite, les enfants font les outils marketing. Donc si je prends l'exemple d'un restaurant avec des produits bio, donc déjà, l'idée est née. Le business plan, on comprend bien qu'il faut acheter des produits, puis les vendre plus cher pour avoir un bénéfice, et puis il faut en même temps payer son loyer, payer les salariés, etc. Bon, ça, c'est très inné chez les enfants. En fait, c'est un jeu en réalité. Ensuite, on fait les outils marketing. Alors là, un côté créatif, etc. Donc ils comprennent bien qu'il faut faire de la publicité. Donc immédiatement, ils veulent créer un site internet. Et en fait... aussi curieux que ça puisse paraître, à 8 ans, on peut créer un site internet. En fait, il y a plein d'applications qui permettent de faire ça aux enfants. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret de ce qu'on fait à Concordia pour insuffler l'esprit d'entreprise. Merci beaucoup, Aurore. Alors, Lionel, comment ça fonctionne chez vous ? Tout d'abord, merci de m'inviter pour partager tout ce qu'on porte au travers de notre école. Un petit peu de la même manière, il y a plusieurs aspects dans ce qu'on a essayé de faire. Il y a la démarche fondamentale, en fait, qui est celle que j'ai portée avec ce collectif. C'est de se dire qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et qu'on avait envie d'agir pour changer les choses. Et en fait, toute cette philosophie-là, elle se transmet aux enfants. Les enfants, dans les écoles, ils savent que, on s'est dit un jour, les écoles ne fonctionnent pas, on a envie de faire quelque chose pour changer les choses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est partagé avec tous les enfants. Donc, déjà, cette base-là, de se dire comment on agit, comment on fait en sorte de faire évoluer les choses, c'est quelque chose qu'on transmet au quotidien avec les enfants. Je pense qu'il y a peut-être 2 éléments dans cet esprit d'entreprise que vous décriviez, Anne. La première, c'est peut-être l'esprit entrepreneurial en fait, qui existe au sein de cette organisation, qui est donc une organisation particulière. C'est plus une école traditionnelle, mais c'est bien une entreprise. Donc, ce qui fait, c'est porté par des entrepreneurs. Ce qui fait que les enseignants, ce sont des salariés. Ce ne sont plus des gens qui ont un emploi à vie. Ce sont des gens qui sont conscients aussi des réalités économiques de l'entreprise. C'est des gens qui ont pris certains risques, qui ont parfois renoncé à leur emploi à vie à l'éducation nationale. Et c'est des gens qui sont impliqués, qui ont souvent voyagé, qui ont des parcours différents, qu'on a sélectionnés pour faire en sorte que ça soit des gens qui n'ont pas vu uniquement l'école, mais qui ont vu d'autres éléments dans leur vie. Et ça leur permet d'avoir une autre approche, et notamment sur la prise de risque, en fait, parce que la prise de risque, c'est un des éléments fondamentaux pour entreprendre. Et donc, c'est des gens qui ont eux-mêmes pris le risque. Il y a un troisième élément sur l'organisation, c'est l'implication des parents. Donc, on essaie, nous, d'avoir des communautés de parents qui s'impliquent dans l'école au quotidien. On fait beaucoup de partage avec les parents. Il y a des parents qui viennent présenter leur métier. On a beaucoup de parents entrepreneurs, parents artistes, parents de gens qui sont assez engagés et qui viennent transmettre tout ce qu'ils ont appris et toute cette philosophie-là. Donc on essaie vraiment de créer une communauté autour de cet entrepreneuriat-là. Donc ça, c'est vraiment sur l'esprit culture et organisationnel. Et puis après, il y a vraiment tout ce qui se passe dans la classe avec la pédagogie.
Donc de la même manière, on applique beaucoup, on travaille beaucoup sur les soft skills. Donc nous, au-delà du programme de l'éducation nationale, on essaye de faire en sorte de développer les compétences socio-émotionnelles, donc les différents types d'intelligence, inter- et intrapersonnelles. On essaie de travailler vraiment sur l'engagement sociétal. Donc on veut que les enfants soient des change makers, qui agissent pour l'environnement, pour la société, pour tous les manquements qu'on peut retrouver dans notre société aujourd'hui et se dire comment on agit pour les faire évoluer. Et une des dimensions aussi qui nous paraît importante sur cet esprit d'entreprendre, c'est la connaissance de soi, parce que la connaissance de soi, c'est la base pour entreprendre. Et donc de connaître qui on est et qui on veut être dans ce monde, c'est la base pour pouvoir agir et pour pouvoir entreprendre. Donc concrètement, il y a beaucoup de projets, bien évidemment. C'est des projets qui sont collectifs. On travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur la connaissance de ses émotions aussi, donc sur le développement du leadership. On fait en sorte que les enfants puissent prendre la parole en public dès le plus jeune âge. Donc dès 3 ans, ils ont un show and tell où ils montrent, où ils viennent avec un petit objet pour présenter aux autres enfants ce qu'ils ont vu pendant, ce qu'ils ont apporté pendant le week-end. On développe bien évidemment beaucoup sur l'autonomie, donc d'inspiration peut-être aussi Montessori là-dessus. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont indépendants. Il y a beaucoup d'éléments où on est dans des situations où en fait on va dire à l'enfant débrouille-toi, cherche par toi-même. On n'est pas là pour te montrer, on n'est pas là pour te dire exactement comment il faut faire, mais on va vraiment t'aider à chercher ta propre solution. C'est bien évidemment aussi le droit à l'erreur, le droit de se tromper, le droit de pouvoir évoluer, de pouvoir réessayer sans cesse. Donc ça, c'est beaucoup aussi une approche anglo-saxonne. On travaille beaucoup. Donc nous, le matin, on est plutôt sur le traditionnel, on va dire, sur l'anglais, les maths, le français. Et donc l'après-midi, on développe une pédagogie par projet où le plus possible, tous les enfants développent un projet collectif. Donc nous, on a des enfants qui vont de la petite section jusqu'au CM2. Et donc, au fur et à mesure, on essaie de faire travailler tous les enfants sur un même projet. Donc, cette année, on a travaillé sur un projet autour des traces. Donc, quelles traces on laisse dans ce monde, quelle empreinte écologique on peut laisser, quelles traces on peut laisser à travers l'art, quelles traces on peut laisser à travers la musique, à travers l'écriture. Et donc, tout ce projet, c'est quelque chose qui se développe tout au long de l'année, qui vont présenter aux parents en fin d'année, qui va être un petit peu la réalisation de cette entreprise. Et donc, à travers tout ça, on essaie d'insuffler cette idée d'entrepreneuriat. Et surtout, encore une fois, cette idée d'agir, en fait, cette idée de se dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va essayer de le résoudre par nous-mêmes. Donc on a notamment des débats coopératifs, toutes les semaines aussi, où les enfants vont décider des règles de l'école, vont décider de savoir ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal. Donc ça, c'est plutôt d'inspiration Freinet. On a des débats philosophiques aussi, où on challenge les enfants très tôt sur ce que veut dire une notion, sur comment ils l'acceptent eux-mêmes, comment ils veulent la transmettre aux autres. Et donc, je pourrais vous parler pendant des heures de tout ce qu'on fait, mais je vais peut-être arrêter là pour répondre à plus de questions. Justement, je vais vous proposer, on pourrait effectivement discuter à 3 très longtemps, parce que la matière est riche. En tout cas, c'est celle dans laquelle je passe à peu près ma vie, et vous aussi. Donc bon, mais c'est le moment d'échanger avec vous et que vous puissiez poser vos questions sur cette dimension pédagogique, cette dimension de création d'école, cette dimension de pédagogie. Parce qu'ensuite, le reste de la journée sera beaucoup plus tourné vers des questions d'interaction, de comment on crée une entreprise, comment on sensibilise les professeurs à l'entrepreneuriat, comment on sensibilise les élèves à l'entrepreneuriat, mais plus du domaine de la connaissance de l'entreprise. Donc ne ratez pas cette occasion et posez vos questions. Nous avons plusieurs micros que nous pouvons vous faire circuler. Yves, est-ce qu'éventuellement vous voulez bien faire circuler le micro ? N'hésitez pas. Bonjour, j'avais une question un peu personnelle. Je voulais savoir comment vous en étiez arrivé à plutôt créer une autre entreprise, de vouloir créer une école. Est-ce qu'il y a quelque chose, sans être indiscret, qui vous a, dans votre vie, poussé à ça ? Oui. Alors, moi, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, j'ai voulu être entrepreneur. C'est assez curieux, mais j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. C'est pas du tout la voie que j'ai choisie, en fait, à l'origine. J'ai fait des études d'économie et de gestion à Dauphine. Et ensuite, je me suis, c'était dans les années 2000, naturellement tournée vers des startups innovantes, parce que c'était des startups à l'époque. J'ai travaillé chez Free, donc Iliad, différentes startups dans les technologies, qui m'ont vraiment
passionnés m'ont fait comprendre que l'innovation était vraiment, transformait nos organisations. Et ensuite, je me suis orientée vers la communication et puis vers l'entrepreneuriat. Et j'ai travaillé à Bercy pendant 5 ans sur comment insuffler l'esprit d'entreprise dans la société. Et j'ai participé à la création de l'auto-entrepreneur avec le ministre Hervé Novelli. Donc, fort de tout ça, j'ai eu des enfants, je me suis mariée avec un Anglais. J'ai découvert l'éducation anglaise parce qu'on hésitait à habiter en France ou en Angleterre. Je me suis penchée sur ces écoles qui m'ont absolument fascinée. Parce que je me suis rendu compte qu'un enfant qui était dans une école anglaise à 6 ans savait lire très bien, savait compter, était passionné de différents projets. Et sincèrement, je n'avais jamais vu ça en France. Donc je me suis dit, faut que je me lance. Mes enfants étaient moi-même dans l'école française, que je trouvais quand même très aride et très abstraite. Et je me suis dit qu'il y avait d'autres modèles. Et donc, j'ai voulu lancer un modèle où être heureux à l'école ne s'opposait pas à être bon à l'école. Voilà, ce qui était vraiment l'essence du modèle anglais. Et je crois vraiment à ça aujourd'hui. Et je pense qu'avec 5 ans de recul, on fait le cursus français et le cursus anglais en parallèle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 2 cursus en parallèle, on a scindé les 2. Mais c'est vrai que un enfant qui est heureux est un enfant qui apprend mieux. Et en fait, les Anglais l'ont compris. Aujourd'hui, les enfants à Concordia ils arrivent en chantonnant à l'école. Ils n'ont pas peur d'aller à l'école. Et en fait, ça les met dans un climat qui facilite l'apprentissage et la prise d'initiative. C'est le domaine de la magie, je veux dire. Pour ma part, moi, je n'étais pas un entrepreneur à la base. Et en fait, moi, j'ai toujours une sensibilité particulière sur comment on essaie d'agir pour la société, comment on essaie de vivre dans un monde meilleur et de contribuer à cette évolution-là. Et donc, j'ai cherché par différents moyens de le faire. Donc moi j'étais à Dauphine et à Sciences Po, je me suis dit que j'allais travailler dans la sphère politique au départ, donc j'ai été attaché parlementaire pendant quelques années. Après j'ai voulu travailler dans l'administration, donc j'ai passé du concours de l'ENA que j'ai raté, mais j'ai travaillé ensuite au ministère des Finances, à la Médiation de la République, dans le monde associatif aussi. J'ai monté une association en faveur de l'accueil des réfugiés, je me suis pas mal impliqué dans l'inclusion scolaire, dans d'autres types d'activités, et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai eu la chance aussi de beaucoup voyager dans presque une 50aine de pays en sac à dos, dans des contrées très éloignées, avec cette conviction de pourquoi il y a des gens qui sont un peu plus heureux que nous. Et en fait, à travers toutes ces différentes expériences, je me suis dit que le meilleur moyen de pouvoir changer la société, comme dit Nelson Mandela, c'est de pouvoir changer le système éducatif. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de contribuer à une évolution du système éducatif en créant quelque chose qui est complètement autonome, qui est complètement indépendant, avec une initiative forte, un esprit d'indépendance forte, et on espère que ça va pouvoir influencer une évolution du système éducatif dans sa globalité. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est né le projet. Et en tout cas, moi je pense que c'est la bonne démarche. Et puis après, d'un point de vue très personnel, moi je m'ennuyais pas mal à l'école et je me disais qu'il y avait quand même pas mal de gâchis. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi dans ma vie très différents qui avaient été un petit peu cassés par l'école, qui rentraient pas dans les bons codes et qui pourtant étaient extrêmement brillants. Donc on se dit, il y a des gens qui passent 8 ans, 10 ans dans des classes et qui ressortent pénalisés du système. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et un système qui a très peu évolué depuis 2 siècles. Et donc aujourd'hui, tous les grands rapports, que ce soit donc le gros mot McKinsey qu'on n'a plus le droit de dire à l'UNESCO ou à d'autres grandes institutions, ils disent tous la même chose sur qu'est-ce qu'on doit développer pour demain. Et moi, j'ai la conviction que si on arrive à trouver en chaque enfant qui il est véritablement, si on arrive à le connecter aux autres, à développer son empathie, à faire en sorte qu'il soit connecté avec son environnement et avec la nature, en fait, le monde il va se transformer par lui-même. On n'a pas besoin de faire de grandes révolutions, on n'a pas besoin de faire des meetings politiques très forts, et il y aura une évolution douce, peut-être, qui va permettre d'élever les consciences d'une certaine manière, et de pouvoir vivre dans un monde un peu plus apaisé, moins violent, où les gens se sentent mieux. Aujourd'hui, le profil des directeurs et des professeurs est un profil qui est quasiment anti-entrepreneurial au sens large du terme. Vous prenez les proviseurs, ce sont avant tout des gens qui sont des gestionnaires dans le système français. Vous prenez des professeurs, dans le cadre de leur concours, on leur demande d'agir en fonctionnaire. Donc il y a une des épreuves qui était agir en fonctionnaire de l'État. Comme si c'était l'urgence de l'urgence de savoir agir en fonctionnaire de l'État quand on est professeur. Jamais on leur demande d'agir en homme libre, préparez vos élèves à agir en homme libre, développer une réflexion sur les finalités d'existence ou développer une culture générale qui vous permette de rester toujours absolument
dans un état comment dire, de capacité à transmettre ce qu'il y a de mieux aux élèves. Donc ce décalage auquel on s'est tout à fait habitué en France, en fait, il n'y a aucune raison de s'y habituer. C'est pas normal que les enfants soient confiés à des professeurs et à des institutions qui finalement sont conçues pour autre chose que préparer à la liberté, à la créativité, à la responsabilité, qui est quand même l'aventure humaine. Et on s'est habitué à ce décalage inouï, et heureusement, il y a des gens qui ne s'y habituent pas. Alors, Philippe Ackerman, vous aviez une question. Bonjour. Je suis très heureux d'être ici. Ça me permet d'échapper à mon quotidien qui est le quotidien de l'École Heureuse, qui est le 4e établissement que j'ai créé. On m'a présenté un jour dans une table ronde comme un maniaque de la création d'écoles. Donc, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit parce que ça m'avait frappé. Je sais aussi que toi, tu as, Anne, la culture de tout ça. Ce qui m'a fasciné dès mon plus jeune âge, je campais quand j'étais étudiant en sciences de l'éducation dans le bureau de Jean Hassenforder à l'Institut pédagogique national, qui était chargé de la documentation pédagogique et qui collectait des livres sur l'innovation pédagogique, qui étaient tous des livres anglo-saxons et qui étaient tous enthousiasmants par l'état d'esprit justement de liberté, d'autonomie qui était développé d'une manière d'indépendance et de décentralisation qui était développé dans ce genre de livres et dans ce genre d'endroits. J'ai visité des établissements complètement dans la campagne du Pays de Galles. J'ai visité des comprehensive schools avec des associations. Disons que c'est extrêmement frappant. On ne peut absolument pas en parler. Et si j'avais à former les professeurs d'éducation nationale, je les mettrais de force pendant 2 ans en Angleterre ou à la rigueur en Suède ou en Finlande. De manière à ce qu'ils se rendent compte que ça peut être complètement autrement. Et s'ils reviennent, ils seront complètement changés et ils agiront autrement et ils auront grandi intérieurement. Voilà, je voulais juste, pour finir, situer une anecdote. Je pense que dans nos établissements, c'est-à-dire les établissements indépendants, il y a une grande fraîcheur, une grande ouverture d'esprit. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire qu'au niveau des dirigeants, au niveau des créateurs de ces établissements, au niveau du personnel encadrant, même au niveau des jeunes, il faut une ouverture d'esprit, un degré de tolérance avec un T majuscule qui doit être... comment dire, pas du tout courant, mais qui est vital, de manière à ce que les enfants soient en confiance avec les possibilités d'échec, avec leur indépendance d'esprit, avec ce qu'ils peuvent penser, comment ils peuvent voir la société ou les autres, qu'ils puissent aussi avoir la possibilité de s'exprimer. On est toujours surpris du décalage qu'il peut y avoir même dans nos écoles entre le comportement des uns et des autres et puis ce qu'on sait d'eux ou ce qu'on ne sait pas d'eux. Donc je crois que cette richesse, c'est la souplesse qu'on peut avoir de manière à peu près coordonnée entre tous les profs et la direction. Et ça, les enfants le sentent, c'est leur sécurité affective et technique dans ce genre d'école, en plus de tout ce qu'on peut leur apporter sur un plan plus général. Je vous raconte juste une mini-anecdote et après je laisse la parole. J'ai rencontré un jour un jeune qui est venu me voir et pratiquement en même temps que dire bonjour, ou peut-être juste un peu avant, il me dit « je serai journaliste sportif ». Il avait 15 ans, j'ai dit « c'est bien que des gens se projettent comme ça et aient des idées ». Bon, souvent, il y a des gros décalages. J'en ai un qui va être astrophysicien et qui sèche tous mes cours de maths alors qu'il est qu'en 3e. Et je ne sais pas s'il sera astrophysicien. Et donc, ce jeune homme, donc, il a fait ses études et il avait beaucoup d'imagination. Il était effectivement très indépendant et sécure par rapport à tous les environnements scolaires, familiaux, sociaux et autres. Et c'était une sorte de fraîcheur. Il avait l'air d'être déstabilisé par rien, et en particulier pas par ses résultats scolaires plus que moyens. Donc il avait créé un journal qui s'appelait Les Imposteurs dans le cadre de l'école.
qui avait deux avantages. Premièrement, ils n'écrivaient rien, mais ils annonçaient la couleur, ils recopiaient tout partout à droite à gauche. Et deuxièmement, ils organisaient des réunions de bouclage du journal d'une manière assez régulière, en général plutôt sur des heures de cours. Comme ça leur permettait de sécher les cours qu'ils avaient envie de sécher. Et ensuite, ils diffusaient, ils vendaient leur journal, qui avait pas mal de succès dans le cadre de l'école. Et ce gosse... il a d'abord travaillé chez TF1, il avait trouvé un stage, et d'une manière, il était hyper efficace dans la relation avec les adultes qui pouvaient lui être utiles. Et il était en même temps dans une école de journalisme. Un jour, le directeur de l'école le convoque, lui dit François Xavier, il faut choisir entre ton stage chez TF1 et ton école de journalisme. Il a dit, pas de souci, c'est choisi. Il est retourné directement chez TF1, il a quitté l'école. Ça n'a pas gêné une seule seconde. Après, il est passé sur Canal+, après, il est passé sur beIN Sport avec toute son équipe. Et maintenant, si vous regardez les matchs de basket sur beIN Sport, en général, c'est souvent la nuit, parce que c'est le basket. Philippe, c'est le basket. Il faut qu'on prenne une autre question. Voilà, très bien. Donc, c'est un garçon, en résumé, qui a super bien réussi, mais parce qu'il était indépendant dans sa tête, parce qu'il avait été dans une école indépendante. Alors, il y a une question au fond, Coralie, ou devant, pardon. Une question Xavier Fontanet et après Coralie. Dans le chancelier Darcos, ses premiers mots, ça a été que l'éducation doit protéger l'enfant contre le monde de la concurrence. Et la concurrence, c'est la loi du plus fort. Alors que la concurrence, quand on l'aime, c'est ce qui vous fait grandir. Alors je voulais savoir tous les deux, est-ce que vous abordez ces sujets comment est-ce qu'on prépare l'enfant à la concurrence? Et on lui explique que c'est un ami, quand on l'a comprise. Alors l'école maternelle et primaire, donc déjà, on le prépare et on le protège. On lui apprend, en fait. On lui apprend. Nous, à Concordia, très concrètement, on note les enfants, mais on ne les classe pas, parce qu'on veut qu'ils puissent s'évaluer, mais on ne veut pas les décourager ni les humilier. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Ils sont pas laissés dans un monde totalement abstrait où on leur dit c'est bien, etc. Voilà. Donc on ne les met pas en concurrence les uns avec les autres. Déjà, on essaie de les mettre plutôt en concurrence en groupe. C'est plutôt sous la forme de compétition, ce qui est très très naturel à Concordia. Typiquement, je prenais l'exemple de la Science Week. En fait, c'est des groupes d'élèves qui se produisent devant les autres. Et voilà. Et après, c'est bon. Voilà. Donc ça permet de développer plusieurs critères. Deuxième point, on les met parfois, on les met en compétition en les valorisant et en valorisant tout le monde. On fait par exemple la semaine prochaine un talent show. Tous les enfants peuvent venir sur scène pour se produire sur ce qu'ils veulent. Musique, danse, art, mais mathématiques aussi. Voilà. Et donc, on les met plus ou moins en concurrence sans les dévaloriser. Voilà. Il n'y a pas de perdant à ce stade. Oui, tout le monde ose et retrouve quelque chose de positif. Je réponds pour... Non Comme vous... C'est pas grave. Alors déjà, je pense que nous, on essaie de combiner compétition et collaboration. En fait, les deux sont des choses qui vont ensemble, comme dans la nature. Donc, on a trop tendance à en valoriser une et pas l'autre. Donc, de la même manière, en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est véritablement de renforcer les individus. C'est-à-dire que parfois, les parents, ils comprennent pas trop. Ils pensent qu'en venant dans des écoles alternatives de ce type, ça va être un cocon de bisounours. Mais en réalité, c'est un cocon de bisounours qui permet de développer les enfants. Donc, ça veut dire qu'on va les mettre dans des situations où ils vont être peut-être en train de compétiter, mais on va leur apprendre comment se renforcer pour accepter cette compétition, pour parfois gagner, pour parfois perdre, comment on gère ces différentes évolutions, ces différents moments. Et donc, c'est vraiment à travers tous ces petits projets au quotidien, toute cette émulation aussi qui peut être positive dans la compétition et dans la concurrence, parce qu'on vit dans ce monde-là aussi. Et donc, c'est toujours sur ce renforcement, mais avec aussi le respect de l'autre. Et également, nous, on a supprimé le système de notation pour faire en sorte qu'elle soit une évaluation par les pairs, une évaluation par eux-mêmes, et une évaluation qui permette vraiment de développer l'enfant, de se connaître davantage, et pas de se comparer et de se rabaisser.
Juste rapidement, avant effectivement de laisser la parole, je voulais, il y a énormément, il y a un certain nombre d'enseignants, notamment d'économie parmi nous, qui sont de l'école publique, qui sont des fonctionnaires et qui font énormément de choses, qui prennent énormément, qui font des démarches, qui ont des démarches entrepreneuriales, et on aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Donc, je n'y reviens pas. Voilà, je n'y reviens pas. Et moi, le sujet que vous avez évoqué de la connaissance de soi et de comment vous faites pour que les jeunes élèves prennent conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment, m'intéresse, mais je laisse poser la question. Peut-être que pendant qu'il fait la démarche d'aller dans le fond, vous pouvez donner quelques éléments. Donc, je vais faire une réponse en attendant l'autre question, juste très rapide avant que ça arrive. Donc la connaissance de soi, c'est quand même un long cheminement. Enfin, je ne suis pas persuadé de me connaître parfaitement. Je pense que c'est une évolution tout au long de la vie. Mais ce qu'on peut donner comme clé aux enfants, c'est déjà la métacognition, c'est-à-dire savoir comment on peut apprendre, comment on apprend par soi-même, donc quels sont ces différents types d'apprentissage. Ensuite, c'est aussi de les initier à plein de choses très différentes, donc en développant leur sensibilité culturelle, leurs différents apprentissages. Donc en fait, leur donner une ouverture sur le monde qui va leur permettre de trouver leur propre chemin au fur et à mesure. Et je dois finir ma réponse avant qu'on réponde à la prochaine. Mais globalement, c'est aussi de se faire confiance à soi-même, de toujours valoriser la diversité. Donc on fait beaucoup de choses autour de la singularité de chaque enfant, autour des différences. Et donc cette différence-là, quand l'autre il est différent de soi-même, ça nous permet, nous, d'être davantage singuliers. C'est ce que dit François Tcheng. Et donc c'est ce qu'on essaie de valoriser à chaque fois pour que chacun, dans son cheminement, puisse se trouver par soi-même. Bonjour, alors justement ma question va exactement à la suite de ce que vous étiez en train d'expliquer. Je me présente Coralie Courtaigne d'Eslandes et je suis créatrice d'école. Et j'avais une question très spécifique sur des outils de développement personnel qui peuvent être utilisés dès la maternelle, et en particulier sur le growth mindset, puisque apparemment l'Educational Board britannique maintenant l'a intégré à tous ses programmes et même inspecte tous ses enseignants en fonction de ça. Donc l'état d'esprit de croissance, qui au début n'était destiné qu'au développement personnel des adultes et qui maintenant s'applique également aux enfants. Est-ce que dans le cadre de vos écoles, vous avez été amené à réfléchir sur la mise en place de cet outil, et si c'était le cas, quels effets est-ce que vous avez pu constater sur la progression des élèves et justement sur leur état d'esprit en termes d'initiative et de créativité? Le growth mindset, donc c'est une idée très générale, oui, qui est très développée en Angleterre. Nous, on le décline absolument un peu au quotidien, tant avec les équipes qu'avec les enfants. On a même on a mis en place donc le growth mindset. En gros, c'est l'idée de dire qu'on n'est pas figé dans une posture et on est en posture de croissance. Donc vous, si vous êtes mauvais en maths, typiquement concrètement, vous avez eu des mauvaises notes en maths. Vous n'êtes pas mauvais en maths. Ça peut se corriger. On met pas des étiquettes. Donc on est en mouvement. On a également voilà, donc ça c'est un postulat de base, ça c'est fondamental que les professeurs puissent permettre aux enfants de se sortir de situations difficiles et de progresser. Ça c'est vraiment l'essence du growth mindset. On fait des ateliers aussi de growth mindset chez les enfants en petits groupes où on développe notamment beaucoup l'empathie, la compréhension de l'autre, parce qu'on est une école avec 17 nationalités, des enfants de cultures donc profondément différentes, de religions différentes, et on a absolument besoin que les enfants écoutent l'autre, arrivent à comprendre qu'on n'est pas tous pareils et évoluer tous ensemble dans la bonne direction. Voilà. Encore deux questions. Bonjour, je suis Rimourois Khoury d'Enactos France. Je découvre un petit peu, je connais vaguement ces nouvelles écoles, en tout cas la création de nouvelles écoles. Et je voulais savoir si c'était, dans quelle mesure c'était ou cela allait être ouvert à tous. Je pense que c'est payant aujourd'hui, privé et payant. Voilà, quelles sont les actions qui sont faites envers l'ouverture à tous et que ça soit un jour intégré à l'éducation nationale ou gratuit, ou voilà.
Intégré à l'éducation nationale, non, merci. Mais que l'objectif, c'est que ça soit le plus accessible à tous, oui. Et c'est une des fonctions de la Fondation Kairos, qui propose tout un système de bourses pour permettre à des enfants d'origines diverses de pouvoir accéder à ces écoles. Il faut rappeler qu'en France, contrairement à d'autres pays, l'école privée est payante et l'école publique est gratuite. Ça paraît une évidence, un truisme, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, c'est nos impôts. Donc, vous pouvez très bien avoir un dispositif, si on veut, de chèque éducation ou autre, où en fait, on paie, on donne une somme à chaque famille qui l'utilise comme elle veut. Mais en France, c'est un chantage. C'est-à-dire, si on va dans le public, c'est gratuit. Mais si on va dans le privé, il faut payer. Et si on va dans le privé vraiment indépendant de son cursus pédagogique, il faut payer encore plus. Et il y en a même un système de pénalisation organisé pour que ça soit dissuasif de choisir ce privé-là. Donc nous, dans le cadre de notre action, et vous, dans le cadre de vos écoles aussi, on agit sans cesse, on se bat pour que ces écoles soient accessibles à tous, parce que notre conviction, c'est que l'égalité des chances, aujourd'hui, elle passe largement par la possibilité de choisir une école qui nous convienne. Ce n'est pas simplement le fait d'aller à une école gratuite, c'est le fait d'aller à une école qui prenne, qui offre un contexte et qui prenne, comment dire, un univers, qui prenne en charge aussi certaines spécificités. Ça peut être de tempérament, ça peut être une maladie, ça peut être une aspiration. Je pense à une école, par exemple, que j'aime bien, qui s'appelle Diagonale. C'est une école pour les gens qui font des doubles cursus. Donc des gens qui font du sport à haut niveau, de la musique à haut niveau. Et donc ce sont des gens qui vivent leur passion, tout en étant à l'école à très bon niveau académique. Et ça, il n'y a pas d'équivalent dans l'éducation nationale. Donc, les écoles indépendantes, c'est un lieu où on peut expérimenter, où on peut essayer autre chose. Un lieu d'indépendance, c'est un lieu où on peut proposer des modèles très différents. Et notre combat, c'est de faire en sorte qu'ils soient justement accessibles à tous financièrement et qu'il n'y ait pas de barrière financière à ça. Et dans les tarifs d'écoles indépendantes, ça va de 0, c'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont gratuites, à 30 000 € par an. Donc en fait, il y a tout. Il y a tous les univers. Il y a des écoles ultra lucratives et il y a des écoles qui sont complètement en dehors de tout circuit financier, tellement que ça ne les préoccupe pas. Donc c'est le monde de la diversité. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, je ne prends pas les questions des intervenants parce qu'ils vont avoir l'occasion d'intervenir. Je sais que c'est un peu frustrant, mais notamment les professeurs, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment important que vous puissiez les poser. On a la question d'une jeune fille là-bas. Yves, la jeune fille devant vous. Bonjour. Moi, j'avais une question. Je voulais juste savoir comment ils font les enfants quand ils passent d'un système pédagogique comme le vôtre à un système pédagogique normal, si on pourrait dire, des différents collèges en France. Merci pour cette question. Donc, on essaie de faire au maximum que les enfants ils soient préparés au monde de demain. Donc nous, notre conviction, c'est de se dire qu'en fait, c'est des cadeaux qu'on donne aux enfants. Ils sont en réalité renforcés. C'est comme du coaching, c'est-à-dire qu'on va leur donner une confiance en eux, une estime de soi, une capacité à collaborer avec les autres, une réduction du stress aussi. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'études sur ce type d'école qui montrent que les enfants qui rentrent dans un système traditionnel ensuite, ils sont davantage dans des traits de leadership, ils sont moins stressés, ils se connaissent mieux. Et donc en réalité, ils arrivent mieux à accéder à un système traditionnel. Et puis on met aussi en place des systèmes de passerelles, c'est-à-dire que à la fin du CM2, on voit un petit peu comment on repasse dans un système d'évaluation un peu plus traditionnel. Donc on accompagne les enfants là-dedans. Mais quoi qu'il arrive, nous on va essayer d'aller vers le collège-lycée progressivement, mais quoi qu'il arrive, de la fin du CM2 jusqu'au 6e, il y a toujours un léger décalage. Et nous, on pense que ce léger décalage, en fait, les enfants qui sortent de ces écoles-là, ils sont mieux préparés pour gérer ce décalage-là. Et donc, en tout cas, c'est notre préoccupation à chaque fois pour que les enfants ne soient pas perdus dans la nature ensuite et qu'ils soient vraiment aptes à se réaliser et à se développer dans le monde, parce qu'encore une fois, le système qu'on porte... Et nous, on aimerait bien que l'éducation nationale puisse s'en inspirer. On aimerait bien que ces écoles soient complètement gratuites, parce que c'est la volonté de fond. Et donc, en tout cas, voilà, on essaie de penser aussi à cette réalité-là.